Mon exposé se fera en deux parties. Je vous exposerai dans un premier temps les hôpitaux qui sont dans la suite de la construction, on peut dire, pavillonnaire, après donc les années 1900. Et ensuite, je vous parlerai des hôpitaux qui ne sont pas encore grands en hauteur, mais qui s'inspirent de l'hôpital Beaujon. Vous verrez, il y a une très grande différence entre les deux. Alors bien sûr, il faut que je vous parle un petit peu de qu'est-ce que c'est que le modèle pavillonnaire. Attendez, comment ça marche ça? Ah non, je me trompe. C'est ça. Voilà. Si le modèle pavillonnaire naît à la suite de l'incendie de l'Hôtel Dieu en 1772 et le projet Princeps Empire de Tenon, publié dans les Mémoires de l'Académie des sciences en 1788, est en fait la première publication montrant un modèle pavillonnaire type. Alors ce modèle pavillonnaire s'inspire celle d'un hôpital britannique et l'hôpital de Plymouth, mais c'est vraiment le modèle de Tenon qui est assez différent dans la distribution intérieure de l'hôpital de Plymouth qui servira de modèle. Il faut savoir que cette publication de Tenon en 1788 aura une postérité extraordinaire parce que dans le monde entier, on se servira de ce modèle et les hôpitaux pavillonnaires vont être construits depuis la fin du début du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les derniers sont inaugurés. Le dernier, je l'ai étudié, c'est celui de Valenciennes. Il est inauguré en 1937 ou 1938. Voilà. Alors, je ne parle pas du début, je vous parle d'un hôpital qui faisait partie du plan de construction de Napoléon III, qui était la plus grande époque de construction d'hôpitaux et d'asiles d'aliénés, on peut dire, de tout le 19e siècle. Il est projeté dans les années 1866-68. Il est commencé en 68 et inauguré en 78. Alors l'architecte en est Étienne Billon. Alors, dans cet hôpital, on vous montre une vue cavillaire gravée. Vous voyez qu'on est dans le système pavillonnaire, mais avec une particularité qu'on trouve dans quelques rares établissements. Vous voyez que les pavillons, dont vous voyez, vous en avez quatre répartis sur les flancs de trois cours, sont parallèles au grand axe et non pas perpendiculaires. Donc, ce n'est pas un plan en double peigne comme le préconisait Tenon. C'est probablement la forme de la parcelle, je suppose, qui a déterminé donc cette disposition longitudinale et non pas transversale. Alors je vous montre donc le plan. Ah, vous voyez, on voit très bien avec les quatre grands pavillons. Les services généraux sont derrière et on trouve dans cet établissement deux, deux annexes qu'on va retrouver pratiquement dans tous les hôpitaux intermédiaires construits entre 1900 et 1940, à savoir d'un côté je ne sais pas laquelle des deux c'est. D'un côté, je crois que c'est le pavillon des contagieux. Vous lisez mieux les plans que moi. Et de l'autre côté, c'est la maternité. Alors pourquoi cette distinction? C'est parce que les grands débats entre hygiénistes entre les années 1860 principalement et 1880 ont montré que les isoler les contagieux était une nécessité absolue, parce que notamment dans les services d'enfants, des enfants arrivaient avec une pathologie légère et se retrouvaient aveugles à la suite d'une ophtalmie pullulante ou simplement carrément morts à la suite d'une épidémie de rougeole. Donc il fallait isoler les contagieux. Et deuxième chose, les maternités. Alors l'isolement ne tient pas au risque que posaient les femmes en couche pour le reste des malades. Ça, c'était l'inverse. Il fallait éviter que les femmes en couche risquent de mourir de ce qu'on appelle la fièvre puerpérale, qui est due, donc, vous savez peut-être, au streptocoque bêta-hémolytique. Et en fait, on parle toujours des travaux de Semmelweis, mais en fait, c'est des travaux beaucoup plus pointus et beaucoup plus récents dans les années 1860 qui ont montré qu'en fait, la mortalité des femmes en couche à l'hôpital, c'est un interne qui s'appelle Tarnier qui a démontré ça dans sa thèse inaugurale, était 17 fois supérieure alors qu'on était dans les locaux adaptés, avec des chirurgiens qui étaient dédiés à ce travail, 17 fois supérieur aux femmes tout bêtement qui étaient accouchées chez elles par une matrone. Donc vous voyez, donc on a compris qu'il fallait séparer les femmes en couche et les contagieux. Alors cet hôpital, je reviens un peu en arrière, attendez, non, là, je me trompe à chaque fois. Alors vous voyez que cet hôpital comporte en fait deux niveaux, trois niveaux et un étage de comble, en fait quatre niveaux. Alors il a été
Normalement, dans l'hôpital pavillonnaire, à cause des doctrines sur l'aérisme, qui remontent à Hippocrate, donc vous voyez, ça remonte à très très loin, on est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il fallait éviter de construire plus d'un étage. Alors pourquoi? À la suite du raisonnement que faisaient les médecins. Vous savez, la médecine a toujours fonctionné comme ça, même jusqu'à une époque récente. On n'expérimente pas, on raisonne, et comme ça on peut prouver une chose et son contraire à quelques mois d'intervalle. Il En principe, les miasmes, qu'on appelait les miasmes, on n'avait pas encore découvert qu'il y avait des germes dedans, les miasmes étaient censés s'échapper des corps malades. Donc quand on ouvrait les fenêtres le matin, les miasmes sortaient par les fenêtres. Et puisque les miasmes sortaient par les fenêtres et les pièces étaient chauffées, c'était l'air chaud, donc l'air chaud montait. Donc à partir de ce présupposé bâti sur le raisonnement, si on était à l'étage supérieur, on bénéficiait, on peut dire, des miasmes des salles de malades de l'étage en dessous, donc on avait plus de chances d'en mourir. Eh bien, écoutez bien, il y a un article qui a été formel. Le directeur de la science publique, Armand Husson, dans les années 1860, a demandé à ses services d'expérimenter la chose. L'expérimentation a montré que la situation dans les étages n'avait aucune influence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en a tenu compte. Et on a continué à construire des hôpitaux en R+1 jusque entre les deux guerres, puisque l'hôpital de Reims répond à cette conception. Donc, vous voyez à quel point, dans le domaine de la médecine, d'abord, il y a une absence totale de scientificité. Bon, il y a quelques figures qui s'en détachent. C'est vrai que Claude Bernard, on ne peut pas le critiquer, c'était un scientifique hors pair. Mais le commun des médecins, en fait, disait n'importe quoi. Voilà. Excuse-moi, je me trompe à chaque fois. Donc cet hôpital, en tout cas, n'a pas posé de problème parce que il comporte certes 4 niveaux, mais l'architecte avait pris soin de réserver les salles de malades au premier et au deuxième étage. Donc en fait, il n'y avait que 2 niveaux en fait par rapport à l'hospitalisation des malades. Donc c'est pour ça que c'est un hôpital qui n'a pas été critiqué par le milieu médical et donc qui passait, quand il a été inauguré en 1878, comme un hôpital modèle. Et en plus, avec une autre particularité, c'est le premier hôpital français desservi entièrement par des galeries souterraines avec des rails qui permettaient, sur des wagons qui étaient poussés à la main, bien sûr, de transporter les repas, le linge sale, le linge propre, etc. Donc il était remarquable à tout point, et en plus, on peut le deviner par une cheminée qui est ici. L'air était renouvelé régulièrement par un système de pompage artificiel. Donc voilà, on est en 1878. L'hôpital de Ménilmontant, rapidement baptisé hôpital Taltenon, passe pour le modèle absolu du genre. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Excusez-moi, décidément, je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Pasteur publie en 1861 un article dans les Mémoires de l'Académie des sciences comme quoi il y a des germes dans l'air. Ben, cette publication qui aurait dû faire comprendre qu'en fait, certes, il y a des germes dans l'air, mais il y en a dans l'eau, il y en a sur les mains des gens, il y en a sur leurs cheveux, il y en a sur leurs vêtements partout, etc. Finalement, qu'il y ait des germes dans l'air, c'est une preuve intéressante, mais ça n'apporte pas grand-chose. Mais pour les médecins de l'époque, qui étaient encore tenants de l'aérisme hippocratique, ça a été une révélation. Donc finalement, nous avons la preuve formelle que les miasmes, sous les formes de germes, ça existe. Donc au lieu de démonter la théorie à Iris, ça l'a renforcée. Donc à partir des années 1880, à l'époque on a enfin pris en compte les travaux de Pasteur qui remontaient 20 ans avant, on crée ce qu'on appelle un hôpital hyper-aériste, dans lequel on décide, sous prétexte que l'air doit circuler, de supprimer tous les obstacles qui s'opposent à la circulation de l'air, y compris les galeries aériennes qui desservaient, comme à Ménilmontant, les différents pavillons. Donc le nec plus ultra, on peut dire, de ces hôpitaux super aéristes, c'est l'hôpital Boucicaut, qui, avec l'hôpital Lariboisière et l'hôpital Beaujon, a peut-être été l'hôpital le plus célébré dans le monde. Je précise, pour dire, c'est l'hôpital Beaujon, non, l'hôpital Boucicaut, ce n'est pas rien. Il est construit à suite d'un concours national par les frères, par les Legros père et fils, et inauguré en 1897 par le président de la République. Alors vous voyez, je vous montre un plan de l'hôpital, 4 grands pavillons,
Donc en rez-de-chaussée, alors bien sûr là on a l'hyperaérisme a fait supprimer les galeries aériennes, mais également a fait supprimer l'étage. Donc c'est un hôpital sans étage. Donc avec toujours une particularité, c'est que dans le fond, vous avez la maternité. Comme c'est la Fondation Boucicaut, il y avait un pavillon spécial, je crois que c'est celui-ci ou celui-ci, qui était pour les malades du bon marché. Donc voilà, à la fin du XIXe siècle, donc l'hôpital Boucicaut s'impose, on peut dire, comme le modèle absolu. Et un certain nombre d'hôpitaux seront construits en France suivant cet hyper-aérisme. Alors le problème, comme la plupart d'entre vous sont architectes, vous comprendrez très bien que ces hôpitaux en rez-de-chaussée portent un souci, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher. Puisque quand on construit un hôpital en rez-de-chaussée, les fondations et la toiture sont toujours les mêmes. Donc en fait, cet hôpital a coûté très cher à la construction. Par lit d'hôpital, ça a été, avec l'Hôtel-Dieu de Paris, le plus cher de toute l'histoire de France. Mais après, les directeurs de la science publique se sont rendus compte que c'était pareil en fonctionnement. Alors vous voyez, là encore, je citerai une autre anecdote sur l'obsession de Aériste. C'est, vous voyez, les pavillons sont très espacés. Pourquoi ils sont très espacés? Parce que l'idéal, là encore, c'est sur des calculs qui reposaient sur rien du tout, d'espacement des pavillons, il fallait que l'espacement soit égal à 2,5 fois la hauteur de la toiture du pavillon. Tout ça pour des questions solaires complexes, mais personne n'a jamais essayé de savoir si ça avait une incidence sur la santé des malades, bien évidemment. Donc voilà à quoi ressemble l'hôpital Boucicaut. Vous voyez, donc les quatre grands pavillons. À droite, ce sont les pavillons de chirurgie, et à gauche ceux de médecine. D'ailleurs, voir ça m'émeut un peu puisque j'étais externe dans le pavillon de chirurgie du professeur Villain, qui était un homme qui avait l'art du théâtre au plus haut sommet. Alors, ces discussions, effectivement, sur l'aérisme, on peut dire, auraient pu être clos avec la construction de l'hôpital Pasteur. Alors, l'histoire est bien connue. Une femme qui a tenu à être anonyme verse très peu de temps avant sa mort à Pasteur une somme considérable pour construire un hôpital modèle. Et cet hôpital, ouvert en 1900, obéit, alors lui vraiment, on peut dire, à la doctrine pasteurienne. C'est-à-dire qu'en fait, l'aérisme est laissé de côté, la hauteur des pavillons est laissée de côté également. On construit un hôpital dans lequel le maître mot, c'est désinfection, isolement. Donc vous voyez, je vous montre le plan. Donc et en même temps, pour l'isolement, vous voyez que c'est le premier hôpital dans lequel toutes les chambres sont individuelles. Et comme c'est des enfants, pour pas qu'ils s'ennuient, les cloisons sont transparentes. Donc ce sont des boxes en verre. Donc vous voyez un couloir de distribution. Et il y a une séparation absolue des circulations, c'est-à-dire que le personnel soignant, les malades qui accèdent dans leur chambre et la famille utilisent des circuits différents. Et notamment la famille ne peuvent voir leur enfant que depuis, vous voyez, des galeries. Vous voyez des galeries extérieures qui sont desservies par des escaliers qui permettent de voir les chambres. Donc vous voyez, on voyait l'enfant à travers des carreaux. Eh bien, écoutez, cet hôpital affiche très rapidement des résultats exceptionnels. Et 25 ans après, donc, quand Butler parle de l'hôpital Pasteur, il dit, donc, dans sa publication des années 1940, que cet hôpital coûte très cher, mais est indépassable. Voilà à quoi il ressemble. Alors voilà, c'est un petit hôpital, il est élevé de 2 étages, mais au 2e étage se trouvait la seule salle commune qui était réservée aux convalescents. C'est un tout petit hôpital, 58 lits seulement, 29 donc de garçons et 29 de filles. Alors il existe toujours, j'ai tenté de le visiter il n'y a pas longtemps, mais je me suis fait mettre à la porte parce qu'on était pendant le Covid et que je n'avais pas de masque. Donc, du coup, je ne l'ai jamais vu. Alors, alors, après la construction de l'hôpital Pasteur, on pourrait dire, maintenant, on a compris ce que c'était vraiment le vrai pasteurisme, c'est-à-dire désinfection, isolement. Pourquoi continuer à construire
des hôpitaux pavillonnaires. Ben, on a continué à le faire pour une chose dont je suis pas à peu près certain, mais on en a longuement parlé avec Anne-Marie Châtelet, on était d'accord là-dessus, c'est qu'en fait, les médecins ont chapitré les architectes pendant plus de 100 ans en leur disant il faut suivre nos directives des hôpitaux pavillonnaires, des pavillons séparés, des cubages importants des salles de malades. Voilà, à Boucicaut, le cubage d'air était de 90 mètres cubes par malade. Donc, vous voyez, alors normalement, la norme était censée être autour de 55-60. Donc c'était vraiment, à l'époque, ça a fait sensation. C'est parce que les médecins, finalement, se sont tellement rendus compte, je dis pas de leur connerie, mais en fait qu'ils avaient dit n'importe quoi pendant des centaines d'années, qu'ils ont préféré se taire. Donc en fait, à partir de 1900-1905, on ne trouve plus aucune publication médicale sur comment construire un hôpital. Donc finalement, les pauvres architectes se sont trouvés sans mentor, ils ont continué pendant 25 ans à faire du pavillonnaire. Donc le premier dans lequel, sans suivre le système de désinfection, isolement absolu, on remet un peu en question le pavillonnaire, c'est l'hôpital de la Pitié. Donc faisait partie d'un grand plan hospitalier du directeur de la santé publique, Gustave Mesureur. Donc cet hôpital euh, est commencé en 1905 et terminé en 1910, ouverture en 1911. Et l'architecte est Justin Rocher. Donc vous voyez que on est encore dans du pavillonnaire, mais avec des pavillons à 2 étages et tous bien reliés, vous voyez, par des galeries. Or, des galeries et des locaux, vous voyez, c'est là où se trouvaient notamment les bureaux des médecins, de la surveillante, les lingeries, la pharmacie d'étage, etc. Et vous voyez, deux grands ensembles, ça c'est la chirurgie, ça c'est la médecine, et ça c'est la maternité. Et alors là, vous devinez des salles d'opération qui, pour qu'elles reçoivent, j'ai pas pu en avoir une bonne photo, qui est publiée dans le livre L'hôpital en France, pour que chacune soit éclairée directement, elles sont étagées à gradins. Et c'est en même temps le premier hôpital où est prévu, ou à tout point est construit très rapidement, une école d'infirmières. Donc voilà, cet hôpital de la Pitié, qui est construit sur le potager de l'hôpital de la Salpêtrière, très rapidement bénéficie de louanges à peu près unanimes. Et quand Édouard Herriot, élu maire de Lyon, décide de construire un hôpital neuf pour la cité, l'hôpital Pasteur et l'hôpital de la Pitié à Paris sont deux des hôpitaux qui seront privilégiés dans les visites. Alors par ailleurs, ils, ils, visitent, ils visitèrent aussi des hôpitaux d'Allemagne et du Danemark. Donc, à la suite de ce voyage, Herriot, avec un groupe de 13 personnes, dont le futur architecte Tony Garnier, conçoivent cet hôpital de la Grange Blanche, qui est encore un hôpital pavillonnaire avec 29 pavillons prévus pour 2000 malades, donc qui a été le plus grand hôpital pavillonnaire construit en France, voire sinon en Europe. Alors, on est dans un pavillonnaire, mais un pavillonnaire, vous voyez, adapté. Les, les pavillons font 2 étages. En plus, comme il y a une cour anglaise, je crois qu'il y a 4 niveaux en fait fonctionnels. Et là encore, vous avez donc la séparation des contagieux. Vous voyez, les contagieux se trouvent dans ces pavillons et qui sont séparés du reste, vous voyez, par un rideau d'arbres. Comme un rideau d'arbres empêchait les germes de circuler. Enfin bon, ça, vous voyez, les fantasmes aéristes ont vraiment la vie très très dure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez donc le rideau d'arbres qui sépare les pavillons de contagieux. Alors je poursuis. Vous voyez les pavillons contagieux, comme à l'hôpital Pasteur, ils sont donc distribués à l'extérieur par des galeries pour la famille. J'avance un peu plus vite. Alors, après la Seconde Guerre après la Première Guerre mondiale, euh, on construit, mais lentement, des hôpitaux où on en reconstruit ceux détruits par la guerre, étant donné que la nécessité, effectivement, c'était reloger les gens. Alors, le premier hôpital euh, que j'ai trouvé, qui est reconstruit après la Première Guerre mondiale, c'est l'hôpital du Puy. Alors, c'est un hôpital pavillonnaire encore,
mais avec des adaptations importantes. Vous voyez, ils sont distribués par une galerie et les pavillons sont de 4 étages. Alors, il a été conçu en partie par Émile Roux, qui était le directeur de l'hôpital Pasteur. Alors, je n'ai pas pu avoir de photos de cet établissement, donc je poursuis. Alors, le second que je vous présente, c'est l'hôpital de Lens. Alors là, c'est le cas d'un hôpital reconstruit après la Première Guerre mondiale. Alors, vous voyez, il n'a pas du tout une disposition pavillonnaire, mais vous voyez, il présente des bâtiments séparés les uns des autres. Alors comme il était hôpital hospice, donc là, vous avez les pavillons de médecine et de chirurgie. Ici, donc, vous avez la maternité, et donc ça, c'est le pavillon de l'hospice. Alors, vous voyez, il y a des bâtiments séparés les uns des autres et tout est relié par des galeries souterraines, donc un peu comme à l'hôpital Tenon. Donc je suis contraint d'un petit peu avancer. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous voyez des bâtiments élevés de 2 étages avec un style très très vaguement dans le courant de l'époque, mais pas vraiment régionaliste. Sauf quelques petits détails, peut-être, vous voyez le pignon à pas de moineau que vous voyez ici. Donc, vous voyez une deuxième vue. Vous voyez, ça, ce sont les bâtiments donc, de médecine et chirurgie. Là, vous observez, j'ai découvert en faisant la photo que c'était le pavillon d'isolement avec sa galerie distribution. Je vous montre simplement rapidement les photos. Donc, vous voyez, c'est à l'hôpital de Reims, comme j'évoquais tout à l'heure, bien que disons que le système aériste ait fait son temps, ben, vous voyez, on est encore dans des hôpitaux R+1, mais par contre, vous voyez, tout est bien relié par des galeries. On a abandonné complètement cette idée de séparer les pavillons entre eux. Je passe rapidement, c'est l'hôpital de Reims. Donc, le principal hôpital de type intermédiaire construit après la Première Guerre mondiale est l'hôpital Raymond Poincaré. Donc, vous voyez, là, on est dans R+3. Tous les bâtiments sont bien reliés par des ailes de même hauteur que les pavillons. Donc, voilà, l'hôpital Raymond Poincaré qui est construit entre 1929 et 1935. Bon, voilà, je vous montre simplement les photos, je passe rapidement. Donc, c'est dommage. Là, je voulais vous parler de l'hôpital Colmar, qui est un de ces hôpitaux intermédiaires, parce qu'il est commencé en même temps que Beaujon, avec, vous voyez, un système, je vous montre quand même rapidement, avec un système de gradins. Et ce système de gradins est issu, en fait, d'une publication par le chirurgien allemand, ou non, le médecin allemand David Sarrazon, qui est publié dans le congrès de la tuberculose de Berlin de 1902. Mais en fait, le premier hôpital construit selon ce système-là, et l'hôpital donc de Weiblingen qui est construit par Richard Docker en 1928. Voilà, bon, toujours Weiblingen. Puis en fait, vous voyez, celui qui a le premier utilisé le système de Sarrazon, et ben en fait c'est Henri Sauvage dans son célèbre immeuble de la rue Vavin à Paris. Mais écoutez, comme je dois m'arrêter, voilà.